est-ce que la drépanocytose influence la puberté? Alors, bonjour à tous. Du coup, moi, je fais Corinne Guiton, je travaille en région parisienne et je suis pédiatre. Et c'est vrai que c'est une question qui souvent taraude les jeunes gens, parce qu'ils trouvent que parfois, ils sont peut-être pas, grandissent pas aussi vite que leurs copains au collège et au lycée. Alors, c'est vrai, alors, quand on parle de puberté, alors, habituellement, alors, chez les filles, c'est pas du tout l'arrivée des règles, en tout cas. Hein. Pour les médecins, la puberté, pour les filles, c'est le début de la poussée mammaire qui, physiologiquement, en général, apparaît entre 8 et 13 ans. Et alors, chez les garçons, c'est l'augmentation de la taille des testicules qui est un peu décalée un peu plus tard, entre 9 et 14 ans. Mais la puberté, c'est aussi et surtout une grande transformation, hein, ça vous voyez bien, hein, physique, hein, mais également psychique. Hein, vraiment les émotions en tempête, tempête sous un crâne, mais également avec un pic de croissance et avec la poussée du coup des poils, les règles qui apparaissent chez les filles et tout ça, et la voix qui mue. Et c'est vrai qu'habituellement, on dit que chez les filles, la puberté se fait plutôt, on va dire, en sixième et cinquième, alors que chez les garçons, c'est plutôt volontiers quatrième et troisième au collège. Et on parle de retard pubertaire sur le plan médical, hein, lorsqu'il n'y a pas d'absence de poussée mammaire à 13 ans, ou alors quand il n'y a pas de règles au-delà de 15 ans. Donc c'est quand même assez tard. Alors que chez les garçons, c'est effectivement quand il n'y a pas d'augmentation du volume testiculaire à partir de 14 ans. Suivante, s'il te plaît, Justine. Alors, c'est vrai qu'on voit qu'on constate pour les patients qui, effectivement, qui sont porteurs d'une drépanocytose. Alors, là, vous avez, par exemple, au niveau de la. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais en tout cas, vous avez les AA, donc les patients qui ne sont pas porteurs d'un syndrome de Rogers majeur, effectivement, qui ont une puberté qui apparaît entre gros, voilà. Voilà, le pic, hein, c'est vers 13-14 ans. Hein. Et on va effectivement, alors pour les C, c'est à peu près ça, mais ça s'étale un peu plus dans le temps. Hein. On peut avoir effectivement faire finir sa puberté plutôt vers 16-17 ans. Et on voit qu'il vient que pour les patients SS, hein, on a vraiment ce pic qui est décalé. Hein, et c'est vrai que les filles vont plutôt grandir en quatrième, troisième, et les garçons, même pas certains garçons, vont plutôt grandir effectivement au moment de quand ils seront au lycée. Mais la taille définitive qu'on va avoir sera celle qu'on devrait avoir même si on n'avait pas la drépanocytose. On va grandir finalement normalement, de façon décalée, mais normalement. La chose parfois qu'on ne rattrape pas, c'est par exemple au niveau du poids, on peut rester effectivement plutôt mince que ce qui était prévu si on n'avait pas la drépanocytose. Ça, c'est vrai. Mais il faut quand même retenir qu'en principe, la drépanocytose, effectivement, elle décale la puberté dans le temps, mais celle-ci va se faire finalement normalement. Est-ce que les règles peuvent déclencher les crises? Donc, moi, je suis médecin à l'hôpital Necker. Je m'occupe des adultes. Après, à Necker, c'est vrai qu'on a une population de jeunes adultes principalement, d'où ma présence quand même sur ce webinaire dédié à la transition et sexualité et fertilité. Donc, la réponse à la question, c'était bien sûr oui. Vous aviez parfaitement raison. C'est une cause de crise assez fréquente chez les jeunes filles. En général, les douleurs de règles, elles sont plus importantes au début de la mise en place des cycles et puis parfois ça a tendance à s'améliorer, mais c'est pas toujours le cas. Pourquoi est-ce qu'on fait des douleurs du moment des règles? C'est lié à la chute brutale des œstrogènes. On a deux types d'hormones qui sont synthétisées au cours du cycle féminin, les œstrogènes et la progestérone. Et donc l'œstrogène est synthétisé en début de cycle, puis il y avoir une chute brutale, ce qui va déclencher les règles, ce qui va déclencher l'ovulation, pardon. Et ensuite, une fois que les oestrogènes auront chuté, que la progestérone aura augmenté, on aura les règles. Et en fait, au moment de l'ovulation, on a déjà un premier risque de crise, parce que parfois ça peut être douloureux. Puis ensuite, au moment des règles, où on va voir cette chute hormonale des deux côtés. Ça, c'est classique et il va y avoir différents moyens de le prévenir. Il y a des facteurs aggravants, c'est la déshydratation, la fatigue et le manque de sommeil. Donc, il faut essayer de prévenir ça quand on sait que les règles vont arriver. Et le fait d'avoir ces douleurs au niveau du ventre et ce syndrome prémenstruel peut déclencher des crises également. Donc les mesures générales pour essayer d'éviter ça quand on a ces règles, c'est de bien s'hydrater. Alors ça, on le dit tout le temps, mais disons que pendant cette période, il faudra encore augmenter son apport hydrique, 1,5 à 2 litres par jour. Éviter le froid pour éviter tout facteur de risque supplémentaire. Donc la vasoconstriction, c'est quand les vaisseaux se diminuent de taille. Et donc ça, on sait que quand il y a une vasoconstriction, ça peut induire des crises.
Il faut utiliser des antalgiques adaptés. Alors pour les règles, le paracétamol en général marche pas très bien. On peut utiliser le Spasfon, on l'a pas mis là, mais c'est vrai que ça peut également être un petit support. Ça marche pas super bien non plus. Ce qui marche le mieux, c'est les anti-inflammatoires, mais il faut vérifier avec son médecin référent s'il est possible de les utiliser. Parce que si par exemple on a une atteinte rénale de la maladie, on n'a pas le droit de les prendre. Il faut éviter de les prendre de manière trop répétée également. Il faut se reposer si c'est possible et si bien sûr on sent que c'est nécessaire et éviter tout stress supplémentaire et une dette de sommeil. Alors la solution principale, c'est de prendre la pilule, donc la contraception hormonale. Et donc on sait que toutes les méthodes de contraception hormonale montrent un bénéfice sur ce type de crise en les diminuant. Est-ce qu'on peut prendre la pilule lorsqu'on est drépanocytaire? J'avais déjà amorcé la réponse dans la question précédente. Donc on peut prendre la pilule quand on est drépanocytaire, mais pas n'importe laquelle. Il faut vraiment en discuter pareil avec son médecin et avec le gynécologue. Bon, il faut savoir que les gynécologues n'ont pas toujours de formation ou ont peu de formation autour de la drépanocytose. Donc normalement, les gynécologues prennent la précaution de vérifier que la pilule qu'ils veulent prescrire est adaptée pour les personnes drépanocytaires. Et il ne faut pas hésiter à en parler avec votre drépanocytologue. Alors pourquoi la contraception était importante? Pour d'autres raisons que les règles douloureuses comme on vient de parler, c'est aussi important d'éviter les grossesses non désirées ou non planifiées chez les personnes drépanocytaires parce que ce sont des grossesses qui sont plus à risque. Et donc c'est idéalement des grossesses qu'on planifie après avoir réalisé l'ensemble d'un bilan et vérifié que c'était possible au moment où on le souhaite. Attention, un petit rappel qui n'a rien à voir avec la drépanocytose, la pilule ne protège pas des infections sexuellement transmissibles, donc il faut utiliser le préservatif en plus de la pilule pour se protéger des IST. Alors il existe deux types de préservatifs, les préservatifs externes masculins, donc je vous ai mis ici des marques qui sont remboursées, et les préservatifs internes féminins. Et c'est vrai que j'ai pas mis de référence, j'en avais cherché un, mais bon, bref, j'ai oublié de l'ajouter, mais je pense que c'est possible de voir ça avec votre pharmacien. Les préservatifs ne protègent pas de toutes les infections sexuellement transmissibles et donc il est conseillé aujourd'hui, vous savez, de faire le vaccin qu'on appelle le Gardasil dès l'âge de 12 ans chez les filles et les garçons. C'est important de vacciner les deux parce que si on ne protège que les filles et que les garçons continuent à essaimer la maladie, on va avoir du mal à baisser vraiment l'incidence des complications liées à ce virus qui est le papillomavirus qui peut donner des cancers au niveau des organes génitaux féminin, masculin et au niveau de la gorge. Donc c'est vraiment très important de faire ce vaccin. Et normalement, il y a des campagnes de vaccination qui sont réalisées dans les collèges et vous recevez des messages d'information à ce sujet. Alors les contraceptions recommandées, on a mis en bleu celles qui sont en première intention. Donc on utilise souvent la pilule progestative continue, c'est la plus simple à mettre en place. Donc on prend 28 jours sur 28, on ne l'interrompt pas. Et donc souvent ça enlève les règles. Ça a un grand bénéfice sur les crises, hein, les bénéfices CBO, la dernière colonne. Donc on met plein de petits plus, ça veut dire que ça marche très bien sur la diminution des crises. On peut utiliser avec un produit similaire, un progestatif, l'implant sous-cutané. Vous avez déjà dû en entendre parler. Donc, ça se met au niveau du bras, à la face interne. C'est posé dans les PMI par les gynécos. Et c'est pareil, souvent ça arrête les règles. Parfois, il peut y avoir des petits saignements au départ, mais il faut attendre au moins 3 mois avant de décider de retirer l'implant parce qu'il faut le temps de stabiliser les choses avant de se dire que ça ne fonctionne pas ou que ça dérègle complètement les cycles. Ça marche très bien aussi sur les crises. Et il y a aussi les stérilés, les dispositifs intra-utérins, DIU, qui sont hormonales, qu'on peut mettre même quand on n'a jamais eu de grossesse. Ah, c'était pas le cas avant, mais maintenant il en existe des plus petits. On peut les mettre même si on n'a jamais eu de grossesse auparavant. Et ça diminue fortement les règles, mais ça ne les arrête pas complètement en général. Et pareil, ça diminue les crises drépanocytaires. Un petit peu moins, j'ai mis 3 croix, mais on pourrait mettre deux. En deuxième intention, en jaune, vous avez les pilules combinées, c'est-à-dire qui associent les œstrogènes et les progestatifs, qui en général se prennent de manière plutôt discontinue. Ça régularise les cycles également, ça enlève les douleurs de règles, mais sur les crises, c'est un petit peu moins efficace. Le stérilet au cuivre peut aussi être utilisé. Alors ça, c'est souvent les personnes qui ont déjà eu des enfants, qui n'ont plus envie de prendre des hormones et qui nous posent la question, est-ce que je peux mettre un stérilet au cuivre? Attention, ça peut augmenter le flux menstruel et donc ça peut aggraver l'anémie. Donc c'est pas forcément le meilleur traitement chez les personnes drépanocytaires.
Donc on le conseille rarement, mais parfois il y a des patients demandeurs et on peut l'essayer. Ça ne marche pas du tout par contre sur la diminution des crises vasoclusives liées au cycle, donc on ne le conseille pas dans cette indication. En tout cas, il faut avoir le bon réflexe avant de commencer la contraception, de bien en parler à votre médecin hématologue et au gynécologue pour bien choisir la meilleure contraception adaptée à votre cas et à vos antécédents. Alors, question suivante. Est-ce que les rapports sexuels peuvent déclencher des crises? Alors oui, effectivement, c'est possible. Les rapports sexuels peuvent déclencher des crises, même si c'est pas de façon systématique. D'accord? On déclenche pas forcément une crise chaque fois qu'on a un rapport sexuel, mais il peut y avoir des situations où effectivement ça peut déclencher une crise ou aggraver une crise préexistante. Donc effectivement, il faut faire attention si un début de crise se présente. Effectivement, le rapport sexuel, ça peut s'apparenter à un effort physique, et donc ça peut aggraver une crise, ça peut provoquer aussi des émotions qui peuvent parfois aggraver une crise. Donc, si on a un début de crise qui se présente, peut-être qu'il faut temporiser ou trouver une solution alternative. Il faut savoir dire si ça va pas à son partenaire, avant, pendant, après, donc vraiment à tout moment voilà, du moment intime. S'il y a une crise qui survient, il faut savoir pouvoir l'exprimer et puis en discuter. J'ai noté qu'un rapport sexuel, c'est pas forcément synonyme de pénétration, d'accord? Souvent, on fait le raccourci rapport sexuel égale pénétration, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites et qui sont peut-être justement moins physiques et donc peut-être moins à risque de déclencher une crise. Et donc, ça peut être aussi des alternatives si on a envie d'un moment intime, mais que bah voilà, on commence à avoir des douleurs ou qu'on est fatigué, peut-être qu'on peut faire les choses un peu différemment. Et puis j'ai noté attention au rythme de la performance, au mythe de la performance, pardon. Un rapport de quelques minutes peut être satisfaisant pour tout le monde. Donc voilà, on n'est pas obligé de faire des choses incroyables pour être satisfait dans ses rapports sexuels. Et parfois, bah, ça peut être suffisant pour voilà, ne pas aggraver une crise, ne pas avoir de crise secondairement. Et je voulais parler du consentement. Donc le consentement, c'est un concept dont on parle beaucoup ces dernières années. Et c'est vrai que c'est important. Il doit être libre, clair, enthousiaste et réversible. Et donc, en gros, voilà, le consentement, c'est dire clairement ou demander clairement à son partenaire qu'on est d'accord pour faire telle ou telle chose. Et si c'est pas clairement oui, en fait, ben c'est non. D'accord? Et si c'est oui, il faut vraiment que ce soit clair. Et après, c'est le- l'importance de le concept de la réversibilité, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit oui à un moment donné que 10 minutes plus tard, on peut pas changer d'avis, dire non parce que bah, justement, il y a une crise qui s'installe ou il y a une pratique qu'on n'a pas envie de faire ou des choses comme ça. Voilà, chacun est propriétaire de son corps. Euh, Chacun décide de ses choix, de ses limites. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir en parler, l'exprimer. Et c'est vraiment important aussi d'aller s'assurer que son partenaire va bien et que son partenaire est consentant. Il y a des structures qui existent en cas de violence sexuelle, psychique, physique, comme les maisons des femmes, qui sont des endroits qui ont été développés pour accompagner parfois les personnes qui peuvent vivre des situations compliquées et qui n'ont pas forcément les ressources pour gérer ça tout seul. Question suivante. Est-ce que le priapisme est une complication de la drépanocytose? Je suis Gina Loco, je suis médecin au CHU de Martinique où je m'occupe des patients drépanocytaires majeurs. Je te laisse te présenter, Corinne, avant de reprendre la parole. Ah, moi, je me représente, donc je suis toujours Corinne et je suis toujours pédiatre. Oui, j'avais oublié un instant que tu avais déjà parlé tout à l'heure. Donc, bonjour tout le monde. Alors, le priapisme, votre réponse est majoritairement bonne. Qu'est-ce que c'est que le priapisme? En fait, c'est une érection douloureuse, prolongée et involontaire qui n'a absolument rien à voir avec toute stimulation sexuelle. Il faut savoir que ça n'a rien non plus à voir avec cette érection matinale physiologique. Le priapisme peut présenter plusieurs formes. Il peut être intermittent, durer moins d'une heure. Il peut être prolongé ou aigu. Dans ce cas, c'est la situation quand il dure plus d'une heure et il est qualifié de sévère lorsqu'il dure plus de 3 4 heures.
Alors, le préappui, c'est une crise vaso-occlusive due à la drépanocytose. Quels sont les éléments qui peuvent déclencher ou favoriser le priapisme? C'est par exemple la consommation de tabac ou de cannabis, tout ce qui peut entraîner une diminution de l'oxygène, par exemple la désaturation nocturne. Pour diagnostiquer cette désaturation nocturne, on fait ce qu'on appelle un enregistrement de l'oxymétrie la nuit, de l'oxygène la nuit. Elle peut se présenter aussi lorsqu'on fait des apnées du sommeil. Et l'apnée du sommeil, elle est diagnostiquée grâce à un examen qu'on appelle la polysomnographie. Alors, tout ce qui diminue l'oxygène, donc, comme vous avez compris, peut provoquer un priapisme, mais cela peut arriver lorsqu'on a de grosses amygdales qui sont obstructives ou lorsque l'on présente une crise d'asthme. Il y a aussi ce qu'on appelle l'hyperviscosité sanguine qui est caractérisée par une hémoglobine qui est trop élevée. C'est quand le sang est trop épais, quand il y a beaucoup trop de globules rouges, cela peut arriver. Et puis la déshydratation, soit la diminution, l'insuffisance d'apport, ou alors l'alcool et la chaleur qui peuvent diminuer, qui peuvent augmenter la déshydratation, pardon, dans le corps. Environ un tiers des patients SS ont présenté au moins une fois une crise de priapisme. Et pour ce qui est des patients SC, cela concerne à peu près 15% des patients. Suivante. Alors, comment éviter les crises de priapisme? Alors d'abord, quand on a présenté une crise de priapisme, cette érection douloureuse involontaire, il faut absolument en parler en consultation. C'est pas toujours facile, hein, mais il faut vraiment oser en parler et cela est très important parce que cela survient souvent, pas toujours, mais survient souvent autour de la puberté. Et souvent, les jeunes garçons pensent que cela est dû à la puberté et aux bouleversements hormonaux, alors que ça n'a rien à voir, cela a plutôt à voir avec la crise drépanocytaire. Il faut consulter, demander une consultation, même si vous n'avez pas rendez-vous, lorsque vous vous rendez compte que vous avez plus de deux crises, plus de deux épisodes par mois. Et puis, il y a des moyens d'auto-soin que l'on peut faire lorsque cette crise survient souvent la nuit ou au petit matin. Sont des douches tièdes, on peut faire des efforts, des patients font des flexions ou alors des pompes, uriner, provoquer une éjaculation et puis surtout traiter la douleur. Certains patients trouvent des astuces tout seuls, hein. J'ai quelques patients qui font aussi des bains de siège tiède et ça marcherait bien. Lorsque ces crises interviennent, il y a un traitement qui est efficace, qui en appelle Effortil. Ce traitement peut être pris aussi bien pour prévenir, pour éviter que surviennent des crises que lorsqu'elles surviennent. Pour éviter que surviennent d'autres crises, ce traitement est pris par la bouche, soit en comprimé, soit en gouttes. Dès qu'on se rend compte qu'il y a des épisodes intermittents qui gênent la vie quotidienne, ou alors lorsque ces crises deviennent de plus en plus fréquentes, ces comprimés ou ces gouttes sont prises le soir avant le coucher. Et puis, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle un priapisme aigu qui ne cède pas en dépit de toutes les manœuvres que nous avons citées plus tôt et en dépit du traitement. Alors, il faut se rendre à l'hôpital. Dans ce cas, il est fait une hydratation intraveineuse et puis un traitement antalgique qui est efficace, très, très important. Et l'on peut être amené à injecter la même molécule que l'on prenait par la bouche. On peut l'injecter en intracaverneux pour faire passer la crise en situation aiguë. Voilà, ça s'appelle une ponction des corps caverneux. Est-ce que je peux devenir parent avec la drépanocytose? Bonjour, je suis Virginie Baroulan, je suis médecin biologiste dans un laboratoire de biologie de la reproduction et sécos dans un hôpital à Paris et j'ai l'occasion de rencontrer pas mal de patients drépanocytaires dans le cadre de leur projet d'enfant. Et donc la réponse, ben, vous aviez tous raison, c'est oui, il est possible de procréer pour les femmes comme pour les hommes. Et ces grossesses, elles peuvent survenir naturellement ou si besoin, à cause de la maladie ou des traitements, avec une aide médicale qu'on appelle assistance médicale à la procréation ou AMP. Mais dans tous les cas, il faut que ces grossesses, que ce soit pour les femmes que pour les hommes, elles doivent être planifiées et accompagnées à la fois par votre hématologue et par le gynécologue, parce que du fait de la maladie,
pour la femme qui va porter l'enfant, c'est une grossesse plus à risque et du fait également des traitements qui sont parfois incompatibles avec la procréation. Mais avant toute chose, la première étape, c'est le conseil génétique, parce que en cas de désir d'enfant, il faut tester votre conjoint et que vous puissiez bénéficier d'une consultation de conseil génétique pour pouvoir discuter des risques de transmission à la descendance de la drépanocytose. Savez-vous ce qu'est le sécos et à quoi il sert? Donc le sécos, ça signifie Centre d'études et de conservation des ovocytes et des spermatozoïdes. Le sécos, c'est un laboratoire où vont être congelés et conservés les gamètes matures, qu'on appelle les ovocytes chez la femme, les spermatozoïdes chez l'homme, mais on peut également conserver chez les patients, notamment prépubères qui ne fabriquent pas encore d'ovocytes et de spermatozoïdes, le tissu germinal, les testicules chez les garçons et les ovaires chez les petites filles. Conserver ses gamètes ou son tissu germinal, ça consiste à ce qu'on appelle faire la préservation de sa fertilité. Et cette préservation de la fertilité, elle peut être proposée dans différentes situations et à différents types de patients. Et dans la drépanocytose, ça peut avoir un intérêt parce que la fertilité pourrait être affectée par la maladie elle-même. Alors, il commence à y avoir des données sur le fait que chez certains patients, ça n'est pas systématique, mais chez certains patients, du fait de la maladie, plus que des traitements, il peut y avoir une altération de la qualité de la production de spermatozoïdes et chez les femmes, de la réserve dans les ovaires en ovocytes. Mais par ailleurs, se pose aussi la question des traitements, comme l'hydréa ou le cyclose, qui peuvent altérer les paramètres, la production de spermatozoïdes ou la production d'ovocytes de manière plus ou moins réversible. Et donc, du fait de ces deux situations, la nécessité de préserver ces gamètes. La greffe également, qui est le seul traitement curatif de la drépanocytose, est pourvoyeur de troubles de la fertilité. Alors, il se trouve que c'est tellement important, la préservation de la fertilité, que c'est inscrit dans les textes de loi, et la loi de bioéthique stipule très précisément que tout patient, et donc a fortiori les patients drépanocytaires, doivent bénéficier d'une consultation de préservation de la fertilité quand il est atteint d'une pathologie qui peut altérer sa fertilité ou qu'il va recevoir un traitement qui peut altérer sa fertilité. Donc les sécos, ils sont sur tout le territoire français, dans tous les grands CHU. Dans tous les CHU, il y a un sécos et un centre où vous pouvez bénéficier de cela. Et c'est pris en charge par la sécurité sociale. Diapositive suivante. Au sécos, vous pourrez bénéficier d'une consultation, avant tout, c'est d'information, mais au cours de laquelle on pourra également évaluer. Alors, fertilité, je l'ai mis entre guillemets parce que la fertilité s'exprime quand on essaie d'avoir un enfant. Les bilans qu'on peut réaliser nous permettent pas de vous dire vous êtes fertile ou vous n'êtes pas fertile. Jamais. Il faudra jamais vous laisser dire ou rassurer à 100% ou à l'inverse vous faire dire par quelqu'un du fait d'un bilan vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Non. Ce bilan, il nous permet de vous aiguiller, de vous conseiller et de vous accompagner. C'est le spermogramme chez le garçon, c'est l'analyse de la production et de la qualité des spermatozoïdes. Et chez la femme, ça va être fait par un bilan hormonal et une échographie ovarienne. Ensuite, l'étape d'après, s'il y a une indication à préserver, eh bien, ça se fait au laboratoire pour les garçons. Le sperme, il est obtenu par masturbation et ensuite, on congélera les spermatozoïdes. Chez les femmes, c'est un petit peu plus long et un peu plus invasif, mais ça peut très bien se faire accompagné dans des centres qui connaissent bien la maladie, dans la drépanocytose, la stimulation de l'ovulation et une ponction ensuite des ovaires pour récupérer à l'intérieur des ovaires les ovocytes matures. Ça nécessite, dans le cadre de la drépanocytose pour les femmes, un certain accompagnement cette stimulation parce qu'elle peut dans certaines situations déclencher des crises. Mais ça se fait très bien quand on vous prépare bien, et notamment l'hydratation et vous protéger du froid. Les stimulations se passent très bien. Quand vous avez conservé vos gamètes au sécos, vous allez recevoir tous les ans un courrier pour vous demander si vous voulez poursuivre la conservation. Et ça, c'est important d'y répondre parce que la loi nous dit maintenant que si pendant 10 années consécutives, alors vous pouvez rater ce qu'on appelle la relance une fois, 2 fois, mais si pendant 10 ans on n'entend plus parler de vous, on estime que on vous a perdu de vue, la loi nous oblige à détruire vos gamètes. Donc, c'est important de nous signaler tout ce changement d'adresse parce que quand vous préservez souvent
jeune et pour de longues années, vous n'utilisez pas tout de suite. Et puis si un jour vous avez des difficultés à procréer et qu'il y a besoin d'utiliser ces gamètes, eh ben, c'est dans un laboratoire par assistance médicale à la procréation qu'on pourra les utiliser et vous aider à devenir parent. Est-ce que la drépanocytose est forcément transmise à ses enfants? Alors, du coup, effectivement, non, hein, la drépanocytose n'est pas forcément transmise à ses enfants, hein, et en fait, ça va dépendre de ce qu'on appelle du statut génétique des parents. Donc, on dit que c'est une maladie, alors en termes médicaux, génétique autosomique récessive. Alors, c'est vrai que la drépanocytose est une grande parité, entre guillemets, puisque les deux parents portent le gène S, hein, aussi bien la mère que le père, et quand on fait des enfants, on transmet la moitié de son patrimoine génétique, donc il y aura un tirage au sort entre le A ou le S, hein, pour qu'on va transmettre à ses enfants. Alors c'est vrai que si on a, là vous avez effectivement des schémas qui vous montrent un peu le risque qu'il peut y avoir, par exemple, entre une dame qui est AA avec un monsieur qui est AS, hein, donc effectivement, il y aura des chances d'avoir des enfants AA et puis une chance, on va dire, sur quatre d'avoir un enfant AS. Et en fait, à chaque fois on va pouvoir combiner effectivement de façon statistique le risque de transmettre ou pas de gènes à son enfant et le risque aussi de ne pas transmettre de gènes à son enfant, donc d'avoir un enfant qui n'est pas malade. Donc ça, effectivement, c'est des discussions qu'on aura avec les couples s'ils se posent des questions. Il y a des conseils génétiques hein, qui peuvent répondre à ces questions, mais c'est vrai que pour un patient, par exemple, ou une patiente qui est SS, elle va forcément transmettre le S à son enfant. Donc du coup, ça va dépendre évidemment du statut du partenaire, est-ce qu'il porte le S ou pas. Donc, si jamais il est AA, je crois que c'est la prochaine diapositive, et ben, du coup, s'il est AA, ben, il n'y aura pas de risque d'avoir des enfants effectivement malades dans le schéma que vous voyez, hein, puisque la maman a donné le S là dans ce cas-là, et le papa donnera le S. Mais si jamais effectivement voilà, vous êtes porteur sain AS ou AC, alors il y a beaucoup de syndromes drépanocytaires, hein, du coup là, effectivement, il y a un risque d'avoir un enfant qui a un syndrome drépanocytaire majeur. Donc, en tout cas, il faudra faire une étude au conjoint voilà, ce qu'on appelle une néphrosie de l'hémoglobine, hein. Donc, c'est une prise de sang qui est très simple. Alors, parfois, les personnes peuvent être surprises parce qu'elles disent, mais moi, je suis suivie en médecine du travail, j'ai fait une prise de sang très complète avant de faire du sport. On a fait regarder beaucoup de choses, mais alors, on a peut-être regardé le cholestérol, le taux de sucre dans le sang, mais si on ne demande pas l'étude de l'hémoglobine, vous n'aurez pas ce renseignement. Donc, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes porteur ou pas d'un gène de la drépanocytose S, C ou autre. Et il faut aussi savoir que le fait d'avoir été greffé de la moelle osseuse, donc après, donc guéri des manifestations de la drépanocytose, en tout cas douloureuses, des complications de l'organe, hein, ne modifie pas vos gamètes, hein, donc ni vos spermatozoïdes, ni vos ovocytes, eux qui resteront SS et donc vous transmettrez toujours le S à votre enfant. Est-ce que je peux vivre une sexualité épanouie? Et la réponse, en effet, était oui. Moi, ce que je voulais souligner, c'est que la sexualité épanouie, bah, en fait, c'est très variable selon les personnes. Chacun a ses besoins, ses désirs et ses pratiques, et il n'y a pas de sexualité normale parce que chacun est différent. Donc voilà, c'est à chacun de voir ce dont il a envie et ce qu'il a envie de faire. J'ai noté aussi que la satisfaction sexuelle peut s'atteindre tout seul, d'accord? Donc on n'est pas forcément, voilà, il n'y a pas toujours la notion de couple qui doit rentrer en jeu. Et puis surtout dire que ça évolue selon l'âge, selon les rencontres, l'humeur et la saison, que donc bah, ça change et ça fluctue. Et donc selon les moments de la vie, on peut avoir des besoins différents et être épanoui dans sa sexualité, même avec une drépanocytose, une maladie chronique. Et puis je voulais donner des petits conseils. Alors c'est vrai que il y a certains, enfin le cyclos ou l'hydréa peut donner parfois des sécheresses, notamment au niveau des muqueuses et du vagin. Alors, c'est pas chez toutes les personnes, mais il y a certaines personnes chez qui ça peut se produire. Donc, de pas hésiter à utiliser des lubrifiants qui sont vendus en pharmacie ou dans les sex shops pour compenser un peu la sécheresse vaginale. Il faut vraiment la discussion, c'est important avec ses partenaires pour exprimer son besoin, ses ressentis, ses besoins et son ressenti qui peut voilà qui peut varier selon les jours et selon les moments, selon l'état de santé. D'essayer de bien s'hydrater quand on sait qu'on va avoir un rapport sexuel ou si on pense qu'on va avoir un rapport sexuel. Là, c'est un peu toujours le même conseil, hein, mais dans la drépanocytose, voilà, c'est important de bien s'hydrater pour prévenir les crises. Éventuellement utiliser des antalgiques
si on a des petites douleurs qui se préparent ou si on a une douleur après un rapport sexuel. Et puis surtout écouter son corps et connaître ses limites. Euh, voilà. J'ai mis de faire attention aux informations de l'IA et des réseaux sociaux. Je pense que vous utilisez beaucoup de plus en plus les agents les intelligences artificielles conversationnelles pour chercher des informations. Il y a aussi beaucoup de choses qui tournent sur les réseaux sociaux. C'est pas toujours la vérité. Euh, Ça peut même être parfois des grosses bêtises. Donc c'est important de chercher une information fiable et si vous lisez quelque chose sur un média, quand même d'en parler après avec votre médecin pour vérifier la véracité de l'information. Et puis, pour conclure, on n'est jamais obligé de rien sur le plan sexuel. C'est vous qui décidez de votre corps. Et c'est pas parce qu'on est marié ou qu'on est en couple ou qu'on a un partenaire qu'on lui doit absolument quelque chose sur le plan sexuel, notamment quand ça peut nous mettre en danger sur le plan de la santé, mais aussi de manière générale. Alors, pour s'informer, alors c'est vrai Bon. alors, parce que Benoît l'a déjà bien dit, hein, c'est que c'est vrai que les réseaux sociaux ou l'IA ou Internet en général, c'est des outils absolument formidables, hein, tout le monde l'utilise, je veux dire, soignants, patients et tout ça. Mais c'est vrai que la fiabilité de l'information est quand même importante, la critique de ce qu'on peut lire aussi est importante. Donc là, il y a en tant qui concerne la santé sexuelle, donc vous avez deux sites vraiment remarquable, hein, où toutes les informations qui seront écrites vont être vérifiées et validées, hein, par des professionnels. Hein, donc, c'est filsantéjeune.com et également On s'exprime, hein, qui sont sur Instagram et YouTube. Alors, ils sont pas encore TikTok, mais ils vont s'y mettre. Et donc, vous pouvez tout à fait effectivement poser des questions. Il y a même des numéros de téléphone. Vous pouvez effectivement discuter avec quelqu'un. Donc, vraiment, il faut pas rester avec ces questions. Il y aura au moins des personnes qui pourront répondre honnêtement en connaissant votre situation. Et parfois, ça permet de lever des croyances qui parfois peuvent être effectivement extrêmement inquiétantes et surtout, voilà, fausses. Il y a des vraies croyances, mais aussi des fausses croyances. Alors, c'est fait par l'organisme Sparadrap, qui, en fait, c'était une vraie question parce qu'ils sont dit que c'est vrai qu'en général, les jeunes filles ont le planning familial, vont volontiers plus soit à l'infirmière scolaire, donc c'est des endroits où on peut trouver des réponses. Et c'est vrai que le gynécologue est là, mais c'est vrai que pour nos jeunes gens, garçons, hommes, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément le même nombre de professionnels de santé qu'on pouvait solliciter. Donc, c'est d'où était venu, effectivement, du coup, de donner ces sites-là qu'ils ont pris vraiment la peine de vérifier et de consulter. Et c'est vrai que et il y a une brochure également plus complète, hein, qui explique voilà, le changement de la puberté chez les garçons que vous pouvez tout à fait consulter sur sparadrap.org. On peut la feuilleter en ligne sans problème. Ok, bah écoutez, on est arrivé à la fin de la première partie de présentation. Et puis, on va pouvoir écouter nos patients experts qui vont peut-être apporter leur témoignage et puis surtout vont se mettre à votre disposition pour pouvoir répondre maintenant à vos questions sur le sujet. Ouais. Bonjour à tous. Du coup, effectivement, moi, je suis là pour témoigner. Ce que je propose, c'est de faire un témoignage qui reprend un peu le fil rouge de la présentation. Donc, je vais commencer par ma puberté. Moi, j'ai eu une puberté effectivement assez tardive. Donc, j'ai la DREPA, je suis SS avec beaucoup de crises enfants et ados. Et du coup, je pense que j'ai dû avoir ma puberté à peu près vers 16 ans. Je pense qu'après, voilà, par rapport à mon poids et ma taille, on va dire que je suis dans la courbe. Je ne pense pas effectivement que ça ait freiné ou limité ma croissance comme c'était expliqué. Euh, j'ai eu des règles très douloureuses en revanche, du coup avec effectivement la nécessité de rester alitée à minima le premier jour. Mais voilà, après je pense que une des forces quand on a la DRIPA, c'est qu'on se connaît bien. Donc assez rapidement, j'ai mis en place voilà, toutes les techniques que l'on utilise au quotidien, de bien boire, bien se reposer, être au chaud et puis faire en sorte que ça passe. Par rapport à la vie affective et vie sexuelle, en toute transparence, je pense que ado, j'y pensais pas du tout. J'étais plutôt focus sur ma santé, donc m'occuper de moi-même et tenir entre les crises et essayer d'avoir une adolescence et une vie de jeune adulte la plus normale possible, entre guillemets. Et, euh, voilà, j'ai pris les moyens de contraception assez tardivement quand je me suis mise
en couple, en commençant par la pilule assez classiquement, mais sans non plus, enfin voilà, j'étais dans ma vie de couple, mais je ne m'étais pas projetée dans une vie en tant que maman. Donc c'est venu assez tard. Donc je suis restée en couple, on va dire à peu près 8 ans. Et quand le désir d'enfant est apparu, donc j'en ai parlé à mon médecin et ça c'est vraiment un point très important. Ça veut dire que un, on se connaît bien et on sait ce qui est bien pour nous et il faut vraiment être à notre écoute. Et deux, on a la chance d'être bien encadré. Donc c'est hyper important d'être vigilant et de demander des conseils à ses médecins. Théoriquement, on y va régulièrement, donc on a une relation de confiance avec ses médecins et l'équipe médicale. Et ils sont à enfin, voilà, à notre disposition aussi pour faire en sorte que on puisse avoir la vie la plus belle possible. Donc voilà, le dialogue est important. Donc on en a parlé. Effectivement, on a fait des tests en avance de phase et j'ai eu la chance de tomber enceinte très rapidement. Alors là où j'étais pas forcément prête, c'était les conséquences par rapport à mon traitement. Donc j'ai eu ma fille à l'âge de 29 ans. Donc, ça faisait 29 ans que j'avais qu'à m'occuper que de moi-même, à gérer mes crises et mon quotidien. Et là, hop, on a la joie d'être maman et ça a été un peu bouleversant de devoir changer les traitements que je connaissais par cœur, de voir que mon corps était fatigué, que j'arrivais pas à gérer, bah, d'angoisser pour des crises éventuelles et la santé de mon bébé. Donc, encore une fois, le fait d'en discuter, de verbaliser et puis d'être attentif bah, à soi et du coup à l'être qu'on porte est important. La grossesse s'est bien passée. C'était quand même très fatigant, mais après, j'imagine que toutes les grossesses sont fatigantes. Mais voilà, parce que j'ai dû changer mon traitement et mon corps a dû s'adapter. Elle est née en bonne santé avec une césarienne, donc pareil, protocole à mettre en place pour que ça se passe bien. Et en revanche, par la suite, j'ai pas réussi à retrouver ma vie avant. En termes d'énergie, de traitement. Donc, du coup, personnellement, je trouve que la grossesse a quand même chamboulé pas mal de choses dans mon corps et dans la façon dont je savais très bien appréhender ma maladie et la gestion de mes crises. Donc, ça aussi, je pense que ça a été une réappropriation de son corps, une réappropriation de la façon dont la maladie peut œuvrer. Et j'ai été moi-même surprise dans le côté, bon, bah, en fait, les crises n'apparaissent pas au même endroit. Et à réapprendre aussi comment revivre un peu avec la maladie. Et donc voilà, je tenais quand même à le préciser. Et puis ensuite, bah, on a la vie d'une maman drépano avec un enfant. Donc il faut revoir aussi bah, son organisation. Mais bon, ça se fait et toujours en lien avec les médecins. J'ai eu la chance, enfin, j'ai la chance d'avoir eu une deuxième grossesse quelques années plus tard. Et là, une grossesse qui avait, enfin, complètement différente. Pareil, les deux grossesses sont arrivées naturellement. Beaucoup d'impact aussi sur mon corps, mais en même temps, j'avais pas le même âge. Donc aujourd'hui, j'ai 49 ans. Du coup, une grossesse un peu plus fatigante et un peu plus compliquée, mais toujours avec ce souci de faire ses tests en avance de phase, de bien s'adapter aussi à la période de grossesse pour faire en sorte que ça se passe bien. Et bah, effectivement, deux enfants, c'est génial. C'est surtout le fruit d'une vie affective et d'une vie sexuelle. Et par rapport à ça, encore une fois, bah, c'est important de s'écouter, quoi. On est obligé de rien. Si on est fatigué, on est fatigué. Je pense qu'il faut être un peu égoïste et s'écouter. Et effectivement, derrière ça, c'est surtout une relation d'amour avec son conjoint, quoi. Donc un conjoint qui nous connaît aussi et qui du coup connaît la nécessité pour nous de faire attention à notre corps, à notre rythme. Et encore une fois, en parlant en toute transparence, ça permet voilà, d'avoir une vie affective, une vie sexuelle, de devenir parent et de pouvoir échanger. Alors, je vous l'ai dit, moi j'ai bientôt 50 ans. Je suis très contente de voir que ces types de webinaires existent. J'avoue que voilà, moi je ne me posais pas la question quand j'étais ado. J'en parlais au mieux à mes parents et un peu à l'équipe médicale.
Donc, effectivement, ça permet d'avoir un espace de parole pour partager déjà le regard des différents médecins et puis des témoignages qui peuvent peut-être voilà, montrer des vies qui se font, on va dire, de façon, entre guillemets, normale, avec une drépanocytose. Et la vie n'est pas plus belle ou moins belle avec la drépanocytose en termes de vie affective et vie sexuelle que tout homme ou femme. Merci beaucoup, Nina, pour ce témoignage très intéressant. Est-ce que, Cathy, tu voulais faire un petit témoignage aussi? Bonsoir à tous. Moi, j'ai pas prévu de faire un témoignage, mais je suis une patiente drépanocytaire SC. J'ai 38 ans, bientôt 39. J'ai la particularité d'avoir fait beaucoup de crises. Et moi, je ne suis pas passée par la transition parce que on m'a fait le diagnostic après 2 ans de recherche, donc de mes 15 à mes 17 ans. Et parce qu'en fait, on me traitait de menteuse au début quand j'ai bien pris conscience de mes douleurs. Et donc, on me donnait du Doliprane, des choses comme ça, puis on me croyait pas trop. Et j'ai commencé ensuite un suivi, comment je peux dire, en spécialisation à l'âge de 19 ans, quand je suis partie de chez mes parents pour mes études. Et là, ça s'est un petit peu plus accéléré. J'avais plus conscience des crises, beaucoup plus d'hospitalisation. Voilà. Et j'ai commencé l'hydréa il y a 1 an. Après quelques négociations, et au final, effectivement, j'ai quand même gagné en qualité de vie, je dois l'admettre, au niveau des douleurs, au niveau de plein de choses. Et donc aujourd'hui, j'accompagne les jeunes à l'hôpital Bichat sur la coordination en parcours AJA, adolescents et jeunes adultes, et sur les parcours de soins complexes. Et je suis aussi patiente experte au CHU d'Henri Mondor, où j'accompagne les parcours complexes et les SDJ optimisation pour les patients qui ont des difficultés d'observance thérapeutique ou qui ont des projets liés à la pathologie ou en relation avec la pathologie et professionnelle ou personnelle. Voilà, donc moi j'ai vécu ma maladie de manière très isolée, très seule, parce que ma famille n'avait pas conscience ou l'a pas pris en compte, puis moi-même aussi au départ assez tôt. Et après, c'est vrai que j'ai commencé mon suivi très tard. Sur tout le reste, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. Il y a eu beaucoup de moments comme là dernièrement où la maladie a un petit peu handicapé tout ça, un peu ralenti l'implication que j'avais au niveau de la vie sportive, mais sinon tout se passe bien et on peut quasiment tout faire en étant drépanocytaire. Voilà. Ok, bah, merci beaucoup. Alors, on va peut-être commencer par les questions qui sont dans le chat. Alors, on avait, y a-t-il un âge limite pour la conservation d'ovocytes? Et puis la deuxième, c'est peut-on recourir à une FIV, donc fécondation in vitro, lorsque l'on est drépanocytaire SS, AS, SC, afin d'éviter d'avoir un enfant atteint de la maladie? Peut-être Virginie. Pour répondre à la première, je répondre. laisserai peut-être Laure pour ne pas monopoliser la parole. Donc, y a-t-il un âge limite pour conserver ces ovocytes? Alors, il y a un âge limite dans la loi pour la conservation d'ovocytes non médicales. Et donc, cet âge, c'est 35 ans. Pour une raison médicale, ce qui est le cas dans la drépanocytose, il n'y a pas d'âge limite inscrit dans la loi. Par contre, il va y avoir un âge limite que l'on va mettre en place pour des questions médicales et pour des questions d'efficacité de ces techniques. Parce que quand on analyse les résultats de réutilisation des ovocytes qui ont été conservés pour des raisons médicales, on voit très bien qu'il y a une corrélation entre le nombre d'ovocytes qu'on a conservés et l'âge qu'avaient les patientes quand elles ont conservé. Et plus les patientes prennent de l'âge, plus la qualité de l'ovocyte baisse et plus la quantité d'ovocytes qu'on obtient baisse. Donc, ce sont des techniques qui sont plus efficaces, on s'en rend bien compte. Déjà, à partir de 37 ans, ça baisse. Et à partir de 40 ans, il n'y a quasiment plus de naissance après utilisation d'ovocytes qu'on a congelés. Parce que c'est différent de la fertilité naturelle, l'utilisation d'ovocytes congelés. Ce n'est pas parce que des patientes vont avoir une fertilité naturelle à 40 ans, voire même, vous allez me dire, ma voisine, elle a eu un enfant à 45 ans, et je connais même une femme dans mon village, elle a eu un enfant à 50 ans.
Oui, mais ça, c'est des cas exceptionnels, c'est pas la vie. La vraie vie, c'est que 50 ans, c'est l'âge de la ménopause et qu'à partir de 40 ans, les femmes, elles ont quasiment plus d'enfants naturellement. Enfin, en tout cas, la fertilité naturelle baisse. Alors, en préservation de la fertilité, encore plus. Donc, pour répondre à cette question, il n'y a pas d'âge limite. Chaque centre va mettre un âge limite, disons que jusqu'à 37 ans, on va préserver des ovocytes. À partir de 37 ans, je parle du centre dans lequel je travaille, on fera du cas par cas, c'est-à-dire qu'on analysera la réserve ovarienne de la patiente. Et si la réserve est trop basse, eh bien, voilà, on n'accompagnera pas la patiente dans ce projet-là, mais c'est surtout pour vous rendre service, pour ne pas faire tout ça pour rien. Et à l'inverse, quand on est à un âge adapté, hein, même à 30 ans, ben malheureusement, dans certaines situations, il n'est pas possible de faire de préservation d'ovocytes, alors même qu'on a encore un âge théoriquement approprié, adapté, si la réserve ovarienne ne le permet pas. Donc, eh bien, il faut savoir faire du cas par cas. Merci. Est-ce que Laure, tu veux répondre sur le diagnostic préimplantatoire? Oui, Je pense tout que à c'est ça la fait. question. Alors, est-ce qu'on peut recourir à, je traduis pour ceux qui connaissent pas forcément, une fécondation in vitro lorsque l'on est drépanocytaire SS, AS ou SC? Ça, c'était la question afin d'éviter d'avoir un enfant atteint de la maladie. Donc oui, ça s'appelle, comme vient de le dire le docteur Meunier, le diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire qu'on va effectivement recueillir les ovocytes, donc les graines de la femme, les spermatozoïdes, côté homme, et on va faire une fécondation in vitro, et on va sélectionner les embryons qui ne sont pas malades pour les réimplanter. Alors ensuite, les parents peuvent être SS, AS, SC. En tout cas, il faut qu'il y ait un risque d'avoir un enfant SS ou S-bêta 0, qui sont les formes les plus considérées les plus sévères de la drépanocytose, pour pouvoir avoir recours au DPI. Toutes les possibilités, par exemple, si on risque d'avoir un enfant SC, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir recours au DPI. C'est pour les formes SS, S-bêta 0, qui sont considérées comme les plus sévères et qui sont souvent les plus sévères. C'est de toute façon des processus qui doivent être validés par un médecin. Il faut une consultation en conseil génétique et ensuite rencontrer les médecins de procréation médicalement assistée pour mettre en place ce DPI. Et c'est long, il faut le savoir, c'est en moyenne 2 ans en France pour faire un diagnostic préimplantatoire. Donc il faut vraiment se mettre rapidement dans les démarches pour aboutir à cet enfant qui ne choisit, qui ne sera pas malade. Et Laure, est-ce que tu sais si c'est disponible partout? C'est que certains centres Alors encore non, c'est pas acceptent. disponible partout. Je sais qu'en Île-de-France, il y a un centre qui le fait et je ne sais pas très bien où c'est disponible ailleurs. En France, il y a Moi, j'ai d'autres centres qui notion le à Il y font, a- hein, mais Montpellier, je... je crois, mais Je ne sais pas pour la drépanocytose spécifiquement, mais des centres de DPI, il y en a un à Strasbourg, il y en a un à Nantes, et j'ai un doute sur Marseille. Mais après, aussi, il y a des centres qui ne testent pas les embryons pour toutes les maladies génétiques. c'est quelque chose qui probablement sera amené à se généraliser un peu plus dans le futur, vous pensez ou... Oui, Euh, moi je pense. Oui, oui. oui, mais enfin, bon, c'est pour être savoir là qu'on essaie d'ouvrir un centre supplémentaire en Île-de-France, dans le centre dans lequel je suis, c'est compliqué parce que c'est coûteux et donc l'ARS ne donne pas forcément les autorisations et les moyens pour ouvrir des nouveaux centres. Et j'avais appris que d'ailleurs au Danemark, c'est un peu hors sujet, c'était 6 mois pour accéder au DPI. Donc c'était beaucoup plus rapide, mais évidemment, il n'y a pas beaucoup de drépanocytose non plus au Danemark, donc, et une population beaucoup moins importante. Et Ok, après, on pour avait les une autre patients question. SC, juste pour compléter ce que disait Laure, c'est vrai qu'en général, pour le risque d'un enfant SC, c'est vrai qu'en général, ce n'est pas accepté au niveau des comités, mais parfois, il y a des situations où effectivement, on peut accéder dans des situations particulières, parce qu'après, chaque couple est parfois au cas par cas, et où ça peut être accédé dans certaines situations. Il y avait une question qui rejoint un peu ce dont on a parlé, mais qui était à quel âge doit-on penser à ce processus de conservation d'ovocytes? Euh, à quel âge? Trop jeune, c'est trop jeune. Il ne faut pas forcément le faire trop tôt parce que on s'est rendu compte que l'ovocyte, sur le plan de sa qualité génétique, chez les patientes très jeunes, alors très jeunes, c'est avant 20 ans, était pas forcément de bonne qualité. Donc, pas trop jeune. Euh, la ponction, elle se fait par voie endovaginale.
Donc, il faut accepter ce geste et cette voie d'abord. On peut seulement utiliser les ovocytes en allant ponctionner l'ovaire en passant au travers du vagin. Pour les patientes vierges, ce n'est pas du tout une contre-indication, mais ce sera une anesthésie générale qui sera proposée. Donc, il faut quand même être consciente de cela. Donc, je pense que être porteuse de la drépanocytose et puis aux alentours entre 20 et 25 ans, se poser la question de faire un bilan de réserve ovarienne, la question, voilà, elle se pose en dehors de tout traitement, même pour savoir, voilà, quelle est votre réserve et est-ce qu'il y aurait un intérêt, parce que du fait de votre âge, vous avez peut-être une réserve plus basse. Et encore une fois, hein, ça n'a rien à voir avec la fertilité. C'est savoir si la réserve est suffisante pour permettre une stimulation et une conservation d'ovocytes et est-ce qu'elle est plutôt physiologique pour l'âge ou est-ce qu'on est un peu en dessous des normes, ce qui serait peut-être une indication, plus que pour une autre patiente, de préserver. Ensuite, va pouvoir se poser la question euh, du fait d'un traitement. Et là, s'il doit y avoir la mise sous HU ou encore plus, prévu une greffe de cellules souches hématopoïétiques, là, va se poser la question de la préservation de la fertilité, mais de ce fait, pas du fait de la maladie, mais du traitement qui va être introduit. Oui, je suis désolée, c'est encore pour rebondir sur cette préservation. À partir de quel moment l'hématologue commence à en parler aux patients? Alors, souvent déjà, on commence par, cette question, elle vient soit parce que le plus souvent parce que les patients veulent un désir d'enfant. Et donc les patientes, elles essayent d'abord naturellement. Et au bout de 1 an, en général, on attend 1 an. S'il y a des difficultés, eh bien, on va proposer de faire un bilan de fertilité pour rechercher des difficultés. Alors, la grande majorité de mes patientes, hein, je dirais 90%, hein, ont eu des grossesses naturellement. Et c'est assez rare que j'ai à adresser pour des difficultés de procréation. Ensuite, ça peut se poser cette question parfois pour des personnes qui ne souhaitent pas se mettre en couple tout de suite, pour lequel il y a une vraie question, une crainte sur leur capacité à avoir des enfants. Le fait qu'ils aient une maladie parfois sévère avec du cyclose depuis plusieurs années, qui fait que va se poser la question d'aller explorer, savoir si la fertilité est normale en vue de discuter une préservation dans ce cas-là. C'est vraiment du cas par cas. Aujourd'hui, il n'y a pas de texte qui dit à partir de 25, 30 ans, il faut adresser les patients drépanocytaires qui n'ont pas d'enfants en bilan de fertilité. On en discute avec les patientes et Virginie pourra témoigner. Moi, en général, les patientes vont plutôt l'avoir après 28 ans, plutôt vers l'âge de 30 ans, quand les personnes n'ont pas d'enfants et n'ont pas de partenaire pour l'instant, mais souhaitent avoir des enfants à un moment donné de leur vie, sans certitude de rencontrer quelqu'un tout de suite, et bien dans ces cas-là, je les adresse en consultation. Alors, il y a aussi, après, bon, on va pas rentrer là-dedans aussi, mais il y a maintenant la possibilité de faire des cryopréservations pour des raisons sociétales, c'est-à-dire sans qu'il y ait vraiment de raison médicale. Donc après, ça peut se discuter aussi dans le cadre d'une PMA seule, etc. Mais ça, c'est des questions plus complexes, hein. Mais pour élargir la réponse, je suis tout à fait d'accord avec Laure. Nous, on va pas le proposer systématiquement avant ces âges-là, entre 25 et 30 ans. Mais par contre, on ne le refusera pas si une patiente se pose des questions et est inquiète, parce que ça peut être un moyen de la rassurer et de l'accompagner. Voilà. Donc, il y a pas de, je disais, avant 20 ans, je dirais à la patiente qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète et que on se revoit dans 5 ans. Mais si à 23, 24 ans, une patiente d'elle-même se pose des questions, et parce qu'on en parle de plus en plus justement de cette préservation sociétale des ovocytes, bien, voilà, on pourra faire un bilan à ce moment-là, sans urgence. Alors, est-ce que la fenêtre de procréation chez la femme peut être réduite du fait de la drépanocytose et ses traitements? Donc la fenêtre de procréation, effectivement, est réduite chez les femmes drépanocytaires, mais il n'y a pas, c'est-à-dire que la diminution de la réserve ovarienne va survenir un peu plus tôt par rapport à la population générale, et il est possible que l'IDREAR
ait un effet sur cette diminution de la réserve ovarienne, mais qui pourrait être réversible. C'est-à-dire quand on l'arrête, finalement, les résultats seraient similaires à la population non traitée. Après, c'est des effets qui sont théoriques, c'est-à-dire c'est sur des dosages hormonaux, mais il n'a jamais été mis en évidence de diminution de la fertilité des femmes drépanocytaires, c'est-à-dire une capacité réduite à avoir des enfants par rapport à la population générale. Donc il y a un risque théorique que ce soit plus compliqué après l'âge de 30 ans globalement, surtout après 35 ans. Mais encore une fois, c'est sur des dosages de marqueurs de réponse à la stimulation ovarienne en procréation médicalement assistée et pas sur on regarde si des patientes ont eu des rapports sexuels réguliers, etc., et un partenaire fertile, combien elles ont eu d'enfants par rapport à une autre population. Enfin, c'est très compliqué d'analyser la fertilité parce que c'est une notion de couple et que aujourd'hui, on n'a pas en tout cas de crainte particulière chez les drépanocytaires, même s'il faut faire, voilà, on est vigilant et on reste très ouvert à explorer pour donner le maximum de chances à tout le monde d'être parent. Quand une patiente drépanocytaire tombe enceinte, les traitements doivent-ils être arrêtés ou bien juste adaptés à la situation? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis médecin pour adultes au CHU de Guadeloupe. Et effectivement, c'est important comme question parce qu'il n'y a aucune vérité universelle pour les femmes. En général, ce qu'on vous dit, alors c'est vrai que ce qui est marqué, c'est qu'on arrête quand il y a un désir de grossesse préparé, c'est d'arrêter le traitement par cyclose 3 mois auparavant. Or, on se rend compte que pour celles qui l'ont, le cyclose est vraiment très important pour mettre au repos la maladie, pour être en forme et on vous dit que pour démarrer une grossesse, il faut être en forme et que la maladie soit au repos. Donc c'est vrai qu'on est un peu dans cette contradiction et ce qu'on a tendance à toutes, je pense, et tous vous proposer, c'est quand vous savez enceinte, vous arrêtez le cyclose ou l'hydréa pour celles qui sont sous hydréa au moment, et d'ailleurs on se pose la question aussi sur les autres traitements comme les traitements de la néphropathie, de la protéinurie, qu'on arrête également au moment où on se sait enceinte. Donc je crois que ce qui est important, c'est d'en discuter effectivement avant avec votre hématologue. On pourra avoir des avis un peu différents les uns les autres. Mais notre pratique habituelle, c'est ça, c'est d'arrêter l'hydréa ou le cyclose au moment où la femme se sait enceinte. Et donc, elle le fait spontanément, elle nous appelle, elle nous dit, j'ai arrêté mon cyclose. En revanche, il y a quelques femmes très sévères qui ont vraiment besoin de ce traitement. Alors, pour celles pour lesquelles il n'y a pas de souci de transfusion, pas d'alloimmunisation, pas d'antécédents d'hémolyse post-transfusionnelle. Lorsque le cyclose le traitement de fond est indispensable, ce qu'on va discuter ensemble, c'est la mise sous échange transfusionnel, soit dès le premier trimestre, soit parfois, comme le premier trimestre se passe très bien, on attend un peu et on vous met sous échange transfusionnel à partir du deuxième ou un peu plus tard. En fait, chaque histoire est vraiment très différente et l'accompagnement va être vraiment personnalisé en fonction de votre histoire. Et parfois, le problème se pose effectivement chez les patientes qui sont dites intransfusables, ou en tout cas transfusables avec de très grosses difficultés ou de très grands risques pour lesquels on n'a pas vraiment, on a envie de retarder au maximum ou de surseoir à toute transfusion. Dans ce cas-là, alors les anglo-saxons avaient commencé avant nous, mais on les suit. Ça arrive qu'en discutant avec la patiente, ce qu'on vous propose, c'est de poursuivre le cyclose ou l'hydréa, de ne pas l'arrêter même au tout début de la grossesse. Il n'y a pas d'effet. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un effet sur le fœtus? C'est pour ça qu'on a arrêté ces traitements auparavant. Chez l'animal, il y a un effet tératogène, il y a un effet possible de malformation. Ça n'a jamais été démontré chez l'humain. Et c'est maintenant des molécules qu'on suit depuis 30 à 40 ans. Donc, on a vraiment une expérience et on n'a pas vu de malformation. Donc, ce qui est important, c'est votre santé, à vous, les femmes, c'est de ne pas risquer une crise gravissime. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vous proposer. Moi, ça m'est arrivé
2 fois, là, ces dernières années, de l'expliquer aux patientes et qu'elles acceptent de le prendre. On a surveillé la grossesse, on a surveillé le fœtus et il n'y a pas eu aucun effet secondaire. Et c'est ce que montrent vraiment les études, hein. C'est quelque chose il y a des registres et des observatoires pour surveiller de manière très, très attentive l'effet de ces médicaments sur votre fœtus. Voilà ce qu'on peut dire un peu sur l'état actuel de Complètement nos pendant la connaissances et de grossesse. nos pratiques. Donc pendant la grossesse, parfois, on le continue dès le premier trimestre, on ne l'arrête pas. Est-ce qu'une personne drépanocytaire SC peut-elle accoucher par voie basse ou est-ce que la césarienne est préconisée? Alors, je pense qu'on peut élargir aux personnes drépanocytaires en général, et sur les questions des accouchements par voie basse et des accouchements par césarienne. Et donc, c'est Mais pas oui, du tout obligatoire pour les patients drépanocytaires d'avoir recours à une césarienne. Les césariennes vont être indiquées lorsqu'il y a certaines complications, en particulier par exemple une rétinopathie qui n'est pas contrôlée, donc une atteinte au niveau des yeux avec un risque de saignement avec les efforts de poussée. Dans ces cas-là, on peut conseiller une césarienne. Lorsqu'il y a des ostéonécroses, c'est-à-dire des atteintes des os au niveau des hanches, qui peuvent empêcher la position enfin, de tenir sur les étriers pendant longtemps. Dans ces cas-là, on peut préférer aussi la césarienne. Lorsqu'il y a bassin étroit également, et après toutes les indications obstétricales, c'est-à-dire par exemple un bébé qui n'est pas tête en bas. Dans ces cas-là, c'est pareil, on va conseiller la césarienne. Alors on essaye en général de retourner, mais si on n'y arrive pas, eh bien ce sera la césarienne. Et puis toute indication d'accouchement en urgence, pré-éclampsie, complications, etc., où on peut être amené à accoucher voix basse. On conseille en général en tout cas à Necker, mais je sais que c'est pas dans tous les centres, on programme l'accouchement, c'est-à-dire on fait plutôt un déclenchement, mais ça permet d'accoucher voix basse. Et si il y a un souci de déclenchement, ça arrive, il y a des échecs de déclenchement, ben, on peut transformer en césarienne. Mais cette façon de faire, de programmer l'accouchement, n'est pas réalisée partout. Nous, on pense vraiment que ça permet d'éviter les crises après l'accouchement en préparant de manière optimale cet accouchement qui va être fait en général plutôt la semaine avec des médecins qui connaissent, avec une mise en place de péridurale très précoce pour éviter les douleurs et donc éviter les crises après. Aider les pédiatres que nous sommes à en parler parce qu'on n'est pas toujours très à l'aise d'aborder. Donc vraiment, voilà, c'est un symptôme que vous avez, alors, surtout dites-le nous. Parce que peut-être que de façon plus ou moins inconsciente, on aura oublié de nous poser la question. non, je pense Ok. que ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, peut-être de diffuser le webinaire, il va être aussi en ligne et que autour de vous, parce que je crois que les horaires sont pas forcément, voilà, on voit qu'il y a peut-être un peu moins de patients qui sont connectés aujourd'hui, mais que ce sont vraiment des questions importantes, hein. On le voit bien avec nos patients en consultation. Et je pense qu'en tout cas, moi, je vais probablement utiliser le webinaire pour essayer de le mettre en ligne localement en Guadeloupe. Et je crois que dans les associations de patients, ça peut être intéressant aussi de redire, parce que les patients, ils vont pas sur la filière forcément ou sur YouTube pour chercher. Donc, je pense que de pouvoir le diffuser ça peut provoquer effectivement et des discussions ensuite en atelier ou en consultation. Ok. Bon, bah écoutez, merci à tous pour votre participation. Merci à tous les experts qui sont connectés.